Je m'appelle Malin Hart, j'ai 40 ans, et je vis actuellement à Boulder, dans le Colorado, où je travaille dans le domaine des finances personnelles dans toute la région des Rocheuses. Mon nom n'est pas inconnu. Après près de 2 décennies d'engagement, ayant commencé comme analyste de données dans une petite société d'investissement à Denver, j'ai créé Hart Advisory Group, un cabinet de conseil financier qui sert des clients dans les secteurs de la technologie et de la santé. Notre chiffre d'affaires annuel a dépassé le $1 million il y a 3 ans. Mais tout cela ne signifie rien pour ma famille. Pour eux, je ne suis pas une fille compétente ni réussie. Je suis simplement un portefeuille ambulant. Je suis l'enfant du milieu, sur 3. Ma sœur, Danielle, est toujours présentée comme le rayon de soleil de la famille. Même si elle travaille actuellement comme assistante pédagogique à temps partiel dans un collège communautaire, tout en vivant chez ma mère. Mon frère cadet, Lucas, a été gâté au point de ne toujours pas savoir laver son propre t-shirt. Quant à mes parents, Charles et Suzanne Hart, ils considéraient mon soutien financier à la famille comme un dû, quelque chose que je devais fournir sans remerciement ni reconnaissance. Je croyais autrefois que si je travaillais dur et donnais généreusement, l'amour finirait par grandir naturellement. Mais après 10 ans à payer toutes les factures, tous les prêts, toutes les aides d'urgence non remboursables, j'ai finalement commencé à ouvrir les yeux. Je garde toujours un tableau de suivi détaillé. En tant que professionnel de la finance, enregistrer les transactions est une seconde nature. Je ne les notais pas pour être remboursé. Je les notais pour me rappeler quand l'épuisement avait commencé. À partir de mes 30 ans, j'ai payé l'hypothèque de mes parents, $2 400 par mois, pendant 2 années complètes, parce que mon père était temporairement au chômage pour des raisons de santé. Chaque fois que ma mère appelait, sa voix portait un mélange d'anxiété et de tension théâtrale. « Malin, si tu ne peux pas aider ce mois-ci, je vais peut-être devoir vendre ma bague de mariage juste pour garder la maison. » Alors, je transférais l'argent à chaque fois. Aucun merci. Juste la demande suivante. Puis ce fut Lucas. D'abord, $15 000 pour un garage de réparation automobile. 3 mois plus tard, il a fermé à cause de partenaires commerciaux peu fiables. Je ne me suis pas plainte. J'ai envoyé encore $9 500 pour sa start-up de contenu numérique, qui a fait faillite après seulement 7 semaines. La 3e fois, ce fut un prêt de $22 000 pour ouvrir un café. Le café fonctionne toujours, mais je n'ai jamais été invitée à le visiter. Daniel avait aussi toujours des raisons. Perte d'emploi, formation supplémentaire ou besoin d'un véhicule plus fiable pour le trajet. J'ai payé $8 200 pour son certificat d'enseignement, $13 000 pour un SUV d'occasion, et contribué $600 par mois jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Cela fait 7 ans. Se remettre sur pied reste un concept, pas une réalité. Pour son mariage l'an dernier, j'étais la seule à financer. $18 000 pour une cérémonie à la ferme près de Longmont. Personne dans ma famille ne m'a demandé si je pouvais me le permettre. Ma mère a simplement dit « Tu es la seule dans cette famille à avoir de l'argent. C'est juste normal. » Je restais silencieuse. Je pensais que donner prouvait ma valeur. Mais un soir, en regardant mon bilan financier, le chiffre qui me fixait m'a coupé le souffle. $294,720. C'est ce que j'avais dépensé pour eux, pour cette soi-disant famille, en 10 ans. Et la partie la plus douloureuse n'était pas l'argent. C'était la prise de conscience que personne ne m'avait jamais demandé si j'allais bien. Personne ne se souvenait de mon anniversaire. Personne n'est venu me voir quand j'ai eu une opération des ligaments du genou. Personne ne m'a jamais demandé si je menais une vie heureuse. Ils appelaient seulement pour les factures, pour une voiture saisie, pour des frais de scolarité à payer la semaine prochaine, ou pour une urgence imprévue. Mais jamais une fois on m'a appelé pour me dire qu'ils étaient fiers de moi, ou même simplement « merci ». Cette nuit-là, en regardant ce tableau, une vérité est devenue douloureusement claire. Je n'avais jamais vraiment été vue comme une fille. J'avais seulement été une carte de crédit vivante. Et ils n'ont jamais pensé que je pourrais avoir des limites. J'ai commencé à comprendre que le favoritisme dans ma famille n'était pas un malentendu. C'était un système délibérément entretenu. Enfant, je pensais que mes parents étaient juste fatigués, distraits, ou qu'ils avaient oublié. Mais en vieillissant, il est devenu évident que j'étais délibérément ignorée, tandis que ce qu'ils faisaient pour Daniel et Lucas était toujours affiché avec fierté. Quand j'avais 8 ans, mon anniversaire a eu lieu dans notre jardin, avec un simple gâteau au chocolat que ma mère avait acheté en promotion chez Safeway. 6 ballons étaient attachés à la clôture en bois et quelques enfants du quartier étaient venus seulement parce que je les avais personnellement invités. Ma mère faisait la vaisselle et mon père s'était endormi sur une chaise de jardin. Pas de photos, pas de vidéos, pas de chansons d'anniversaire. Juste une phrase lancée par ma mère: « Tu as de la chance d'avoir eu une fête. » Ne demande pas trop. Mais seulement 3 mois plus tard, l'anniversaire de Daniel était célébré dans un restaurant italien chic sur Pearl Street. 16 invités,
Un gâteau à 2 étages venant d'une pâtisserie professionnelle, des cadeaux qui débordaient sur la table. Mon père s'est levé avec un verre de vin et a porté un toast fièrement. Personne ne mérite d'être aimé plus que cette fille. J'avais 10 ans à l'époque. Je suis restée assise silencieuse à la table, dans une robe de seconde main de Daniel, faisant de mon mieux pour ne pas pleurer alors que mon père prononçait ces mots comme si je n'existais pas. Quant à Lucas, le plus jeune, c'était ce que ma mère appelait notre dernier petit miracle. Chaque fois qu'il avait des problèmes à l'école, bagarres, absentéisme, ma mère allait voir le directeur avec une boîte de cookies maison pour discuter calmement. Une fois, quand j'ai eu un B en sciences parce que j'avais choisi le mauvais sujet de projet, mes parents ont appelé ça un manque de concentration et m'ont privé de télévision pendant une semaine. Quand Lucas a été suspendu 3 jours pour être entré par effraction dans le bureau du gymnase, ma mère a insisté, il est juste énergique, pas malveillant. Mon père a hoché la tête. Les garçons doivent être un peu sauvages pour grandir, non? En classe de 5e, j'ai gagné la première place au concours de discours du district. Sur le podium, j'ai regardé la foule. Personne de ma famille n'était là. Plus tard, j'ai appris que mon père avait emmené Lucas à un match de basketball de l'État parce que ses billets étaient difficiles à obtenir. Ma mère avait emmené Daniel acheter sa robe de bal 2 mois à l'avance. J'étudiais comme une machine, toujours première de ma classe. J'ai été invitée à prendre la parole lors de ma remise de diplôme au lycée, mais ma famille s'est contentée d'envoyer un texto, « Bravo. Continue comme ça. » La vraie douleur est venue quand j'ai reçu une offre de l'université Northwestern avec une bourse partielle. J'étais ravie et je suis descendue montrer ça à ma mère. Elle était au téléphone, sans même lever les yeux. « Cette école est trop loin. Pourquoi ne vas-tu pas à l'université du Colorado comme ta sœur? C'est moins cher et plus près de la maison. » Je lui ai dit que j'avais une aide financière partielle. Elle a juste haussé les épaules. « Alors, débrouille-toi pour le reste. Nous ne pouvons pas tout payer. » Cet été-là, mon père a retiré de l'argent de ses économies pour aider Daniel à acheter une nouvelle Toyota Corolla afin qu'elle puisse se rendre en toute sécurité à ses emplois d'enseignante. Elle n'avait même pas encore trouvé de travail, mais restait l'espoir de cette famille. Je n'ai jamais rien demandé. J'ai contracté des prêts étudiants, travaillé à temps partiel à la bibliothèque du campus. Une fois, je n'avais que 17 $ sur mon compte et j'ai dû choisir entre mettre de l'essence dans ma voiture ou acheter des courses. Pendant ce temps, Daniel postait des photos d'un voyage à Santa Fe que mes parents avaient payé pour l'aider à décompresser après son premier examen d'enseignement. Pour info, Lucas a échoué à sa première année de fac, mais mes parents lui ont loué un appartement à Gley pour qu'il ait un espace pour réfléchir. Quand j'ai demandé pourquoi je devais tout payer alors qu'il gâtait les deux autres, on m'a traité de difficile. Mon père m'a dit un jour, quand j'ai refusé d'envoyer plus d'argent à Lucas, « Tu n'as jamais eu besoin que quelqu'un prenne soin de toi. Alors pourquoi être amer envers ceux qui en ont besoin? » Non, je n'étais pas amère. Je voyais simplement les choses clairement. Dans cette famille, l'amour se distribuait comme un investissement risqué. Plus tu causais de problèmes, plus tu avais d'amour. À mes 35 ans, j'avais ma propre entreprise et j'avais acheté mon premier appartement en centre-ville de Boulder. J'ai envoyé une photo dans le groupe familial. Personne n'a répondu. Daniel a enfin demandé, « Le salon est-il assez grand pour qu'on puisse rester pendant les fêtes? » C'est là que j'ai compris. À leurs yeux, tout ce que j'avais construit n'était pas une source de fierté. C'était une ressource à exploiter. Et au moment où j'ai cessé de donner, ils ont appelé ça une trahison. J'ai commencé à voir une chose clairement. Le favoritisme que je pensais n'avoir existé que dans mon enfance ne s'était jamais vraiment arrêté. À 32 ans, j'ai acheté ma première maison à North Boulder, un appartement de 2 chambres avec un balcon donnant sur les Flatiron et une cuisine dont j'avais toujours rêvé. Lumière naturelle, comptoir en granit et armoire en cerisier clair. J'ai partagé une photo dans le groupe familial avec la légende « Enfin un endroit à moi ». Ma mère a répondu 2 jours plus tard par un seul mot. H. Lucas ne l'a pas lu. Daniel a réagi une semaine plus tard avec un emoji applaudissant, ajoutant « J'espère que le salon est assez grand pour que les enfants et Blake puissent rester pendant les fêtes. » Moins d'1 mois après, mes parents ont appelé. La voix tendue comme une alarme incendie. « Maline, les heures de travail de ton père ont été réduites. Je suis ensevelie sous les dettes de carte de crédit. Peut-être que tu pourrais aider un peu. » J'ai demandé ce que signifiait « un peu ». Ma mère a dit ça comme ça, environ 3200 $ par mois, juste pour quelques mois, jusqu'à ce que ton père se stabilise. Ces quelques mois se sont étirés sur presque 2 ans. Pendant ce temps, j'ai payé l'intégralité de l'hypothèque de leur vieille maison à Lakewood, réparé le toit, et même versé la compte pour la nouvelle voiture de mon père. Parce que l'ancienne tombait toujours en panne. Daniel voulait faire un master en conseil éducatif. Ma mère a rappelé, cette fois plus douce. Elle ne peut pas laisser passer cette opportunité à cause de l'argent.
C'est 5 000 $ par semestre. Tu ne crois pas que les sœurs doivent se soutenir? J'ai accepté. 3 semestres, 15 000 $ au total. Daniel n'en a plus jamais parlé. Pas même pour dire merci, encore moins pour rembourser. Puis vint Lucas. Je ne comprends pas comment il est toujours sur le point de réussir. Tous les 3 mois, une nouvelle idée révolutionnaire nécessite un financement urgent. Et je suis la première et seule personne à qui il pense. Le premier projet était une entreprise de vêtements de sport sur mesure. J'ai envoyé 12 000 $ pour que Lucas achète une presse à chaud et loue un petit studio à Arvada. 3 mois plus tard, j'ai eu des nouvelles. Le bail avait été résilié pour non-paiement. La machine avait été mise en gage pour payer la facture d'électricité. Ensuite, il y a eu une application pour connecter les amoureux des animaux. J'ai refusé. Ma mère a immédiatement appelé en larmes. Lucas a change. Il travaille jour et nuit sur ce projet. Comment peux-tu écraser ainsi l'esprit de ton frère? J'ai transféré 9 500 $. Je ne sais pas ce qui faisait le plus mal. Perdre l'argent ou perdre la conviction que je faisais ce qu'il fallait. Et le mariage de Daniel, une grande cérémonie d'automne dans un resort à Est Park, entouré d'érables rouges, avec un groupe live, une voiture vintage et un dîner français en 3 plats. J'étais la demoiselle d'honneur et la principal sponsor. Le coût total dépassait 26 000 $, sans compter la robe personnalisée de demoiselle d'honneur que j'ai dû payer ni le voyage à Vegas pour son enterrement de vie de jeune fille. Quand j'ai refusé d'acheter un billet d'avion pour une de ses amies, Daniel m'a prise à part et m'a dit « Tu ne comprends rien à l'amitié. Tout le monde pense que tu es froide et sans fun. » J'ai souri faiblement. Peut-être. Parce que j'étais la seule à jongler avec une entreprise à peine sortie de sa première année post-Covid tout en finançant le mariage de quelqu'un qui n'avait même pas retenu mon anniversaire. J'ai commencé à réaliser que je n'étais pas seulement ignorée. J'étais exclue de tout ce qui touchait à l'émotion. Ce jour de Thanksgiving, j'ai découvert que toute la famille était partie à la Nouvelle-Orléans. Daniel postait des photos de festins de fruits de mer sur un balcon d'hôtel. Lucas téléchargeait des selfies du French Quarter. Je n'avais pas été invitée. Quand j'ai envoyé un message pour demander pourquoi, ma mère a répondu « Tu es toujours tellement occupée ». Je me suis dit que ce genre de choses ne t'intéressait pas. J'ai relu ce message plusieurs fois. Puis j'ai regardé mon relevé bancaire. 2 jours plus tôt, une charge de 7 800 $ avait été faite sur une carte de crédit que j'avais co-signée. J'ai appelé la banque. C'était la réservation à l'hôtel Bourbon NDV, payée avec ma carte. Où ma mère était utilisatrice autorisée. Personne n'a demandé, personne n'a vérifié si j'allais bien ou même si j'étais là. Ils avaient juste besoin que je finance et que je disparaisse. Il y a eu un moment ce soir-là, assise seule dans ma cuisine carrelée de pierre, ouvrant une bouteille de merlot que je gardais pour une occasion spéciale, où je me suis demandé. Si je disparaissais de ce monde, est-ce que quelqu'un dans ma famille le remarquerait? Et puis j'ai réalisé que peut-être oui, mais seulement parce qu'il ne saurait plus qui paierait la facture du mois prochain. En février dernier, alors que Boulder était encore couvert de neige, ma mère m'a appelé un lundi matin. Sa voix avait un ton différent, plus doux que d'habitude, tendre, comme si elle incorporait du beurre de crème dans chaque mot. Léger silence, puis, Valérie, ton père et moi allons bientôt célébrer nos 40 ans de mariage. Jay veut faire quelque chose de vraiment spécial. Ne penses-tu pas que notre famille mérite une vraie fête? J'ai hésité. 40 ans, c'est long, et malgré tout, ma sœur et moi gardions encore un faible espoir de réconciliation. Même juste un peu. Que veux-tu dire? Où ça? Lakeview Estate. Tu sais, ce nouveau resort dans les montagnes du sud, près de Boulder. Ils ont des salles de banquet privées avec vue sur le lac, décorées avec une élégance rustique. Juste le style de ton père. J'ai déjà parlé au responsable. Il demande un acompte de 18 000 $ pour réserver la date. J'ai failli m'étouffer. Maman, ce n'est pas une petite somme. Je sais, dit-elle, un peu sur la défensive. Mais tu es la seule qui peut te le permettre. Lucas et Daniel ont des difficultés. Et Maline, tu sais que je ne te demande pas grand-chose. J'avais déjà payé leur hypothèque pendant presque 2 ans. J'avais financé le mariage de ma sœur. J'avais renfloué tous les projets ratés de Lucas, mais dans la mémoire de ma mère, tout cela ne semblait être que ce que les filles font. J'ai regardé mon écran d'ordinateur, puis répondu calmement, que le responsable me contacte directement. Je m'occupe de la compte. 3 jours plus tard, un email de Lakeview Estate atterrit dans ma boîte de réception. Il confirmait que j'étais inscrite comme payeur principal pour l'événement du 19 avril. J'ai transféré les fonds le jour même. 18 000 $, sans négociation, sans aucune condition. J'ai envoyé un message dans le groupe familial, j'ai fait la compte pour Lakeview. Faites-moi savoir si je peux aider pour autre chose. Daniel a répondu avec un emoji applaudissant. Lucas n'a rien dit. Ma mère a envoyé un merci. Maintenant, je pouvais me concentrer sur l'organisation.
Je pensais que, peut-être, cette fois, je pourrais être impliquée dans les préparatifs, même un peu. 2 semaines plus tard, je lui ai demandé, « As-tu besoin d'aide pour la liste des invités ou le menu ?» « Oh, pas besoin. Concentre-toi sur ton travail. Je sais que tu es occupé. » J'ai insisté, « Est-ce qu'on a la liste des invités? J'aimerais m'habiller en conséquence. Je l'enverrai bientôt, mais c'est sûrement entre 50 et 60 personnes, famille et amis proches. » Mais la liste n'est jamais arrivée. Chaque fois que j'en parlais, ils esquivaient la question ou changeaient de sujet. Daniel a dit, « Peut-être que maman veut que ce soit une surprise pour tout le monde. » Ne t'inquiète pas. La semaine précédant l'événement, j'ai appelé maman une dernière fois. « K-Dois J. Porter? Dois-je venir tôt pour aider? » Elle a ri doucement au téléphone. « Porte ce que tu veux. Juste rien de trop voyant. De toute façon, je suis débordée. Je t'appellerai plus tard. » Quelque chose clochait. Ce ton « tout va bien » m'a glacé le sang, mais je me suis rassurée, c'est moi qui paye. Il ne pouvait pas m'exclure. J'ai passé ce vendredi après-midi à faire des achats pour un cadeau. Une paire de montres Raymond 6 classique, édition limitée, bracelet en cuir véritable avec cadran gravé au nom de chacun. Le total s'est élevé à 5 200 $, sans compter la gravure ni la boîte cadeau en noyer personnalisé. Ce soir-là, j'étais dans mon salon, en train d'emballer le cadeau. Sous la lumière jaune chaude, le ruban argenté était noué parfaitement. J'ai ajouté une petite carte, « Joyeux 40 ans ensemble, Maline. » Je croyais sincèrement qu'au moins cette fois, ils me verraient, non comme un portefeuille ambulant, mais comme leur fille. Le 19 avril à Boulder était d'une beauté à couper le souffle. C'était une moquerie. Le ciel était d'un bleu cristallin, pas un seul nuage, et une douce lumière filtrant à travers les fleurs blanches de prunier. Je suis arrivée à Lakeview Estate à 16h30, une demi-heure en avance selon l'invitation officielle que je n'avais jamais reçue, mais pour laquelle j'avais payé un acompte. J'étais la sponsor de cet événement. Ma présence, du moins dans mon esprit, était incontestable. J'ai garé ma Lexus proprement dans le parking VIP. En descendant, je tenais une boîte cadeau argentée, le ruban bleu marine brillant. Au soleil. Je portais une robe fourreau bleu marine, élégante, discrète, des talons ornés de cristaux, les cheveux attachés en chignon bas, un maquillage léger. Il m'avait fallu 2 heures pour me préparer, tout ça pour un espoir simple, être vue comme faisant partie de cette famille. Juste une fois. Lakeview était exactement comme maman l'avait décrit. Lac miroir, guirlandes lumineuses tombant le long des allées en pierre. Je me suis approchée du bureau d'accueil, souriante, face à une employée en veste noire tenant une tablette avec la liste des invités. « Bonjour, je suis Maline Hart. Je suis là pour la fête d'anniversaire de Monsieur et Madame Charles. Et Suzanne Hart. » Elle a rapidement regardé sa tablette puis son visage s'est figé. « Je suis désolée. Pouvez-vous répéter votre nom ?» J'ai froncé les sourcils, mais gardé une voix calme. « Maline Hart, leur fille. » Unsilence. La jeune femme s'est redressée, gênée. « Je suis vraiment désolée, mais votre nom ne figure pas sur la liste des invités. Il doit y avoir une erreur. » Mon corps s'est glacé. J'ai payé l'acompte pour cet événement. J'ai encore l'email de confirmation de votre direction. Elle a paru confuse et a rapidement appelé le responsable de l'événement. En attendant, j'ai regardé à travers les grandes portes vitrées qui menaient à la salle principale. À l'intérieur, des lumières dorées brillaient. J'ai vu Daniel rire près du bar à vin, vêtu d'une robe bordeaux. Lucas se tenait avec un groupe d'amis, un verre de whisky à la main. Tout le monde était détendu, riant, profitant. Je n'ai pas vu maman. Je n'ai pas vu papa. Puis le responsable est arrivé. Une grande blonde en costume beige avec un badge nominative. Megan, directrice de l'événement. Madame Hart, je comprends qu'il y a eu une confusion. Vous êtes bien celle qui a payé l'acompte. Cependant, selon la liste finale des invités approuvés par la famille, vous n'y figurez pas. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait l'air des poumons. Je suis une fille qui a payé 18 000 $ pour cette fête. Comment se fait-il que je ne sois pas invitée? Megan avait l'air compatissante. Je ne suis pas en mesure de modifier la liste. Si vous le souhaitez, je peux demander à votre famille de vous parler. J'ai hoché la tête, serrant la boîte cadeau si fort que le papier argenté s'est froissé. 5 minutes plus tard, les portes se sont ouvertes. Mon père est sorti en premier, portant un smoking charbon avec un nœud papillon noir impeccable. Maman le suivait, radieuse dans une robe argentée, mais aucun des deux ne montrait la moindre chaleur en me voyant. « Maline, dit papa sans sourire. Que fais-tu ici ?» J'ai retenu mon incrédulité. « Tu me demandes ça vraiment ?» Maman croisa les bras, le visage figé. « Nous ne pensions pas que tu viendrais. Tu es toujours tellement occupée. » J'ai levé la boîte cadeau, les mains encore tremblantes. La voix de ma mère ajouta, « J'ai apporté un cadeau. Je suis venue pour célébrer et parce que j'ai payé pour ça. » Papa regarda autour de lui,
puis baissa la voix, glaciale. Et ferme. C'est un événement privé. Tout le monde n'a pas sa place ici, tu dois comprendre cela. Ma bouche resta ouverte, stupéfaite. Maman se détourna sans croiser mon regard, son silence plus blessant que n'importe quelle insulte. Papa fit un signe à la sécurité derrière lui. Veuillez l'escorter hors des lieux. Nous ne voulons pas de scandale. Je murmurai. Tu es sérieux? Il s'approcha, la voix d'acier. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Nous n'avons pas de place ici pour quelqu'un qui vient vivre au crochet des autres. Sortez cette sangsue d'ici. Une sangsue. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, ce mot ou la façon dont ma mère se tenait derrière lui, bras croisés, ne disant rien, comme si j'étais une tache sur leur soirée parfaite. Le vigile toucha doucement mon coude, poli mais ferme. Madame, je vais devoir vous demander de partir. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. Je me suis juste tournée et ai marché, pas à pas, le long des rangées de lavande, la boîte cadeau toujours en main, le cœur creux. Lorsque la porte de la voiture s'est refermée derrière moi, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je ne voulais pas voir les personnes qui s'étaient un jour appelées ma famille. Je ne me souviens pas comment j'ai conduit ce soir-là. Tout semblait enveloppé de brouillard, comme regarder un film flou à travers une vitre de pluie avec le vent hurlant contre les fenêtres de la voiture. La boîte cadeau était toujours sur le siège passager. Son papier argenté froissé, taché de mascara, car j'avais craqué dès que j'avais franchi les portes de Lakeview. Quand je suis rentrée à mon appartement, la lumière de la cuisine était encore allumée. J'ai enlevé mes chaussures, laissé tomber mon sac par terre, et me suis effondrée au pied de l'escalier comme si mes jambes avaient oublié comment me porter. J'avais un jour espéré, un jour essayé, un jour donné une dernière chance. Et tout ce que j'ai reçu en retour, ce furent les regards fuyants de ma mère, les mots glacés de mon père, et une mise à la porte silencieuse de la famille à qui j'avais tout donné. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. C'était Queen, mon meilleur ami de fac, la seule personne que je pouvais appeler dans des moments comme celui d'H. Je n'ai rien eu à expliquer au téléphone. Je me suis contentée de dire « J'ai besoin que tu viennes ». Et elle est venue. Queen m'a regardé une seconde, le mascara encore bavé, la robe froissée, le visage pâle, comme si le sommeil l'avait déserté depuis longtemps. Elle n'a rien dit, elle est juste entrée et m'a serré fort dans ses bras. « Parle-moi, Marlene. » Et je l'ai fait. Je lui ai tout raconté. Chaque mot, chaque regard, chaque seconde passée à me faire jeter d'une fête que j'avais payée. Quand je suis arrivée au moment où mon père m'a traité de sangsue, la voix de Queen est devenue d'acier. Non, ce n'est plus du favoritisme. C'est de la maltraitance. C'est de l'humiliation. J'ai hoché la tête, même si je me sentais encore vide à l'intérieur. Tu as toujours tous les relevés de transactions, m'a demandé. Queen. J'ai levé les yeux et hoché la tête. Bien sûr, je travaille dans la finance. Je garde tout. J'ai ouvert mon ordinateur et lancé mon suivi personnel des dépenses. J'avais un dossier nommé « Soutien familial », ce qui sonnait bien trop doux face à la vérité. J'ai affiché le rapport trié par année et par bénéficiaire. Le total affiché, 312 860,52 $. Queen soufflé BAS. Maline, c'est 3 années complètes de frais de scolarité. C'est une maison. C'est tout l'avenir de quelqu'un. Je suis restée fixée sur ces lignes de données. Les paiements de voiture de Lucas, les frais de scolarité de Daniel, les réparations du toit, ce voyage à la Nouvelle-Orléans auquel je n'avais jamais été invitée. Puis les 18 000 $ pour la fête d'anniversaire. Les 5 200 $ pour le coffret de montres de luxe encore intact dans sa boîte. Même les petites dépenses. Le quatuor à cordes pour un mariage. Les Compositions Florals. Le billet d'avion de la meilleure amie de ma sœur que je n'avais jamais rencontrée. Queen est restée silencieuse un moment, puis a dit « Je crois qu'il est temps d'arrêter ». Je n'ai pas eu le temps de répondre que mon téléphone a vibré. Une notification bancaire, 3 650 $, service de transport de luxe, facturé sur ma carte. Juste à ce moment, le lendemain de la fête, j'ai ouvert mon application bancaire. Ce n'était pas le seul. 2800 $ pour un catering supplémentaire, 1200 pour un coffret de vin premium et 450 pour un photomaton mobile. Ils utilisaient toujours ma carte. Après m'avoir exclu de la fête, ils continuaient à dépenser mon argent comme si rien ne s'était passé. Mes mains ont saisi le bord de la chaise, tremblantes. Queen a posé doucement une main sur mon épaule. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je vais tout annuler. Cette nuit-là, je suis restée éveillée jusqu'à presque 3 heures du matin. J'ai changé tous mes mots de passe bancaires, retiré mes parents et Lucas de tous les accès d'utilisateurs autorisés. J'ai envoyé un email à la banque pour signaler toutes les opérations suspectes et geler toutes les cartes partagées. Puis j'ai compilé un rapport détaillé, une liste de toutes les dépenses, à qui elles étaient allées, quand et pourquoi. J'ai joint des reçus, des emails et des relevés bancaires. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire.
Mais j'en avais besoin comme preuve pour moi-même que je n'étais pas folle, que tout ce dont je me souvenais, tout ce que je ressentais était réel. Enfin, j'ai rédigé un email que j'ai envoyé aux trois. À partir d'aujourd'hui, je ne fournirai plus aucun soutien financier, sous quelque forme que ce soit. Toutes les cartes de crédit, comptes secondaires et lignes de crédit inutilisées ont été annulées. Toute dépense future sera considérée comme une activité frauduleuse. Je ne suis plus la banque de cette famille. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le premier sentiment n'a pas été un soulagement. C'était un vide. Mais ensuite, quelque chose d'étrange est arrivé. J'ai pu respirer. Pour la première fois depuis des années, j'ai pris une vraie inspiration, sans avoir l'impression d'étouffer. Le lendemain matin, avant même d'avoir fini ma première gorgée de café, le téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Ma mère a appelé. Daniel a appelé. Lucas a laissé 3 appels manqués et 2 textos en majuscules. J'ai posé mon café, ignorant le téléphone qui hurlait comme une alarme incendie. Je savais que la tempête arrivait, exactement. Comme je l'avais prévu. Moins d'1 heure plus tard, la sonnette a retenti, forte et urgente. À travers la vitre du couloir, j'ai vu ma mère, le visage rouge, serrant son sac à main comme si elle venait de sortir d'un combat. Derrière elle, mon père, raide comme une statue. Et Daniel, les bras croisés, les yeux grands ouverts, comme si c'était elle la victime. J'ai ouvert la porte. « Maline, c'est quoi ça ?» a lancé ma mère, sans salutation, sans « rien ». Je me suis écartée pour les laisser entrer. Mon père n'a pas attendu d'être invité. Il est entré directement dans le salon comme s'il y était chez lui. Daniel suivait, traînant la froide tension qui la suivait toujours. « Tu as tout annulé. Disneyland, les frais de scolarité de Jacques, même le compte joint de maman est gelé. » « C'est exact, ai-je dit calmement. Et ce n'est que le début. Je me suis dirigée vers la table de salle à manger où j'avais déjà étalé une pile de feuilles imprimées, le tableau que j'avais préparé la veille. Chaque page était numérotée, listant clairement le destinataire, la date, le montant, l'objet et le statut. La dernière colonne était annotée à la main, avec des notes comme « non remboursé »,« non autorisé »,« sans avertissement »,« utilisé sans consentement ». J'ai fait glisser les feuilles vers eux. Voici chaque dollar que j'ai dépensé ces 11 dernières années. Au total, 312 860,52 $. Sans compter les intérêts ni le coût d'opportunité. Mon père a saisi une page, haussant un sourcil. À quoi ça sert? Pour rappeler à tout le monde que je ne suis pas un distributeur automatique sans fin. Ma mère a grimacé. Tu fais toute une histoire pour ça. C'est la famille, Maline. Dans une famille, on se soutient. Le soutien, ai-je haussé un sourcil. Nommez-moi une seule fois, ces 10 dernières années, où quelqu'un m'a soutenu. Où on m'a demandé si j'allais bien. Où est-ce qu'il a toujours seulement été question d'argent? Daniel est intervenu, la voix tranchante. Tu as toujours aimé tout contrôler. Ce n'est pas ça, ton problème? Tu aimes avoir le pouvoir et maintenant tu le retournes contre nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne contrôlais rien. Je sauvais. Tu ne pouvais pas payer ton mariage, je l'ai payé. Tu voulais un master, je l'ai financé. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. Jamais exigé de remerciements. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Un coup de coude silencieux hors d'une fête familiale. Mon père a claqué une page sur la table. Arrête de jouer la victime. Tu savais ce que tu faisais. Si tu ne voulais pas aider, ne donne pas d'argent. Et maintenant tu reviens pour nous le reprocher. J'ai pris une inspiration, parlant lentement. Je n'ai rien dit pendant 10 ans. J'ai été patiente, silencieuse, espérant qu'en donnant encore, un jour je serais vue. Mais non, ce que j'ai eu, c'est une exploitation systémique. Ce n'est pas de l'amour. C'est un abus financier. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère s'est figée. Daniel a regardé, les yeux grands ouverts. Mon père hurricane. Mais j'ai vu une étincelle d'alarme dans ses yeux. À partir d'aujourd'hui, ai-je continué, il n'y aura plus de cartes jointes, plus de prêts, plus aucun paiement de facture. Je ne couvrirai plus aucune dépense, médicale, scolaire ou autre. Toute demande d'argent futur sera refusée. Daniel S. asked. Levy down bond. Tu nous coupes l'aide? Pour qui tu te prends? Je suis la dernière personne de cette famille qui comprend ce que signifie avoir des limites. Mon père s'est levé, le visage cramoisi. Maline, cette famille t'a élevé, et maintenant tu t'en vas juste comme ça. Je l'ai regardé dans les yeux, sans peur. La famille ne broie pas quelqu'un juste parce qu'il gagne plus d'argent. La famille ne traite pas sa fille de sangsue puis dépense son argent derrière son dos. Si c'est le prix de grandir, alors j'ai déjà tout payé. J'ai ouvert la porte. Vous pouvez partir maintenant. Je n'ai besoin d'aucune explication, et je ne dois plus rien à personne. Mon père s'est arrêté à la porte, s'est retourné pour me lancer un dernier regard. Tu vas le regretter. Je n'ai rien répondu. Je me suis simplement contentée de sourire, puis de refermer la porte. Pour la première fois,
j'ai entendu le doux et solide clic de la serrure. Je pensais que je ressentirais un soulagement immédiat après cette confrontation, mais ce ne fut pas le cas. Les émotions sont venues lentement, comme lorsque le corps récupère après une fièvre, frisson, vide, puis enfin calme. 3 jours plus tard, j'ai vidé le meuble à dossier de mon bureau à la maison. Chaque facture imprimée, chaque reçu, chaque sous-compte, je les ai tous rangés dans une grande boîte étiquetée « Clos ». Je ne les ai pas brûlés, ni déchiquetés. Je les ai gardés, non par haine, mais pour me rappeler qu'il y a eu un temps où une version de Malines croyait que l'amour familial pouvait s'acheter par le sacrifice. Le week-end suivant, j'ai reçu une lettre étrange, pas un email, mais une note manuscrite envoyée par courrier, dans une enveloppe crème, écriture soignée. En haut à gauche, Margaret Albright, avocate. J'ai froncé les sourcils. Ce cabinet d'avocats se trouvait à Loveland, à environ 1 heure de route de Boulder. Je n'en avais jamais entendu parler. Quand j'ai ouvert la lettre, j'ai vu une feuille pliée et un relevé bancaire. En haut, une ligne, « Dernière volonté de votre grand-mère, Madame Evelyn Monroe. Veuillez trouver ci-joint l'héritage. Séparé conservé dans un compte fiduciaire depuis 6 ans. » Je me suis effondrée dans ma chaise. Grand-mère Evelyn, la mère de ma mère, la seule femme dans la famille avec qui je m'étais jamais sentie en sécurité. Elle est décédée quand j'avais 34 ans, pendant un hiver plus froid que d'habitude. Je me souviens clairement qu'aux funérailles, ma mère m'a dit de ne pas faire d'éloges funèbres, car les gens trouveraient étrange que je prenne la parole. Mes mains tremblaient en ouvrant le relevé. Le compte détenait plus de 187 000 $, plus 6 ans d'intérêts accumulés. Accompagnait une lettre manuscrite de sa part. Le papier jaunissait avec le temps. Ma très chère Malines, je sais que tu ne recevras pas l'amour que tu mérites dans cette famille. Je le vois depuis longtemps, même si je n'ai jamais osé le dire à voix haute, de peur de créer des divisions. J'ai mis de côté un petit fonds confié à l'avocate Margaret, avec une seule condition, il ne sera libéré que lorsque tu auras le courage de vivre selon tes valeurs. Je crois que ce moment viendra. Et si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as déjà surmonté la partie la plus difficile, te tenir debout par toi-même. Je suis restée suspendue à chaque mot, les larmes coulant silencieusement sur le bord de la feuille. Tenant cet argent entre mes mains, je ne pensais ni voyage ni shopping. La première chose que j'ai faite a été de créer une bourse d'études à son nom, la Fondation Evelyn pour la jeunesse indépendante. Elle soutient les jeunes rejetés par leur famille, notamment ceux qui ont été manipulés financièrement ou privés d'éducation pour des raisons familiales internes. J'ai engagé une équipe d'avocats et de conseillers financiers pour structurer le programme. Je voulais que des gens comme moi, ceux qu'on voyait autrefois comme ceux qui ont, donc doivent donner, sachent qu'ils méritent toujours une nouvelle chance. En même temps, j'ai élargi mon cercle. Queen avait toujours été là, mais j'ai aussi accueilli d'autres personnes. Jessica, mon ancienne assistante, maman célibataire jonglant entre études et travail. Henry, un chef qui avait quitté la maison à 16 ans à cause de discrimination, et même une cousine éloignée, Rachel, qui m'avait envoyé un message discret après l'incident de Lakeview, « J'ai tout vu et je te soutiens. » Je les ai invités à dîner chez moi chaque mois. Personne ne demandait d'argent. Personne ne se plaignait. Personne ne disait « Pourquoi tu ne m'aides pas avec ceci ou cela ?» Juste des rires, des histoires, et le barbecue d'Henry qui disparaissait toujours en premier. Ce Noël-là, je n'ai reçu aucun message de mes parents, ni de Lucas. Oh you Daniel. Je n'en ai envoyé aucun non plus. J'ai accroché une couronne à ma porte, fait des biscuits au pain d'épices, et écrit à la main 12 cartes pour les personnes que j'avais invitées à dîner. Pas par obligation, mais parce que j'étais vraiment reconnaissante envers elles. Il y a une chose que j'ai comprise. Parfois, il ne faut pas pardonner à ceux qui vous ont blessé pour bien vivre. Il suffit d'arrêter, de tourner le dos, et de reconstruire sa maison avec des briques choisies soi-même. Je ne suis plus la fille de la famille Hart. Je suis Malines Hart, la femme qui s'est choisie. Et cette fois, je n'ai besoin de la permission de personne pour exister pleinement dans ma propre vie. L'histoire de Malines rappelle puissamment que les liens familiaux ne devraient jamais reposer sur le sacrifice inconditionnel ou la souffrance silencieuse. Dans la vraie vie, beaucoup restent prisonniers de relations familiales toxiques où l'amour se monnaie, et où la responsabilité devient un fardeau à vie. Poser des limites n'est pas une trahison. C'est le premier pas pour protéger sa propre estime. Parfois, la vraie famille n'est pas celle où l'on est, mais celle qui vous respecte pour ce que vous êtes vraiment. Que pensez-vous de la décision de Malines? Auriez-vous fait un autre choix à sa place? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires sur la famille, les limites et la liberté.